Coucou. En 2004, une découverte macabre dans la zone isolée du Maroc a déclenché l'une des enquêtes criminelles les plus troublantes du pays. Le 20 août 2004, alors que le pays célébrait l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple, les services de police reçoivent un appel d'une personne en les alertant qu'ils ont trouvé des ossements humains à proximité à Taroudane. La police sécurise immédiatement la zone pour lancer ce qu'il s'annonce une longue enquête. Le reste sont rapidement transférés à la morgue et dans les laboratoires d'analyse afin de déterminer la cause des décès et surtout d'identifier les victimes. L'enquête a alors plusieurs pistes, réseau de trafic d'organes, charlatans ou encore des affaires liées à la recherche de trésors. Après analyse, les victimes sont 9 garçons âgés de 7 à 16 ans et seraient décédés depuis au moins 3 ans. Mais le truc le plus chelou, c'est qu'ils ont découvert du sable dans les crânes et le sable ne correspond pas du tout au sol de où ils ont trouvé les cadavres. Le sable est dense, compact et chargé de matériel de construction. Pour les enquêteurs, le criminel a enterré les cadavres, puis déterré les cadavres pour les enterrer quelque part d'autre. Sur place, un détail attire l'attention des enquêteurs. Un fragment de sac en plastique portant le logo d'une association caritative et immédiatement les enquêteurs poursuivent cette piste-là et se rendent devant l'association pour interroger le personnel et ils apprennent qu'un chauffeur est chargé de se débarrasser des déchets dans la zone et l'homme est interrogé sur son emploi du temps mais rien de suspect ne ressort et son comportement est totalement normal. Cette piste était très prometteuse mais finalement abandonnée. Selon les témoignages des parents, toutes les victimes ont un point commun. Ils fréquentaient régulièrement le même endroit, la gare routière. C'est là que les enfants essayaient de gagner quelques pièces pour s'en sortir en vendant des cigarettes, en vendant des sacs plastiques, en proposant leurs services, etc. C'était des victimes qui étaient dans le besoin. Alors la police se concentre tous leurs efforts sur cette gare-là. Parce que c'est le dernier endroit où les enfants ont été vus avant de disparaître. Une surveillance intense ont été mises en place jour et nuit. Les enquêteurs observent, interrogent les employés, les commerçants, les habitués, les voyageurs, tout le monde. Mais malgré cette pression constante, aucun élément concret ne permet d'avancer dans l'enquête. Ou jusqu'à un moment où il y a un indice capital refait surface. Et vraiment cet indice-là va permettre de découvrir le vrai meurtrier. Et je pense sans ça, le meurtrier n'aurait jamais été découvert. Une feuille arrachée d'un agenda retrouvé sur le site où ils ont retrouvé les os. Et cette feuille a plusieurs inscriptions. En haut, il y a le mot Al-Hadid avec une phrase « Je jure que je me vengerai plus bas ». Et il y a le mot Adidas qui apparaît et un 555, 555. L'inscription pousse immédiatement la police à faire une vérification dans la base de données. Une recherche rapide qui ouvre une nouvelle piste. Et là, l'info tombe. Une personne porte ce nom. Et cette personne-là travaille vraiment à la gare routière. Et en cherchant à la gare, etc., il découvre qu'une personne correspond à ce nom sur une liste d'employés et il s'appelle Nejid. Vu l'importance de cette coïncidence, les autorités décident de le surveiller discrètement. Pendant plusieurs jours, ils l'observent jour et nuit. Et cette personne-là est totalement normale, sans aucun comportement suspect, vraiment une personne totalement normale. Et la police se pose la question, est-ce que c'est vraiment lui? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'interroger. En l'interrogeant, il va dire qu'il a un frère qui s'appelle Abdelali, qui travaille lui aussi à la gare routière. Et qu'en ce moment, il est chez lui, dans sa petite cabane de plastique sur un terrain vague, pas très loin de la gare.
Le matin du 7 septembre 2004, la police se dirige vers chez lui, guidée par Negid. Et en fait, en allant chez lui, quand il ouvre la porte à la police, il va sortir. C'est bien, j'en pouvais plus d'attendre. C'est bien que vous soyez venu me soulager de ma souffrance. Très bizarre, mais bon. En arrivant dans la cabane, ils vont trouver un journal, une page datée du 12 octobre, arrachée. Et la page du 12 octobre a été retrouvée où il y avait les ossements. Pour la police, il devient le premier suspect. Il sera protégé, interrogé, parce que comme il habite dans une petite cabane, etc., il n'avait pas où se protéger, sa maison n'était pas protégée, du coup ils ont dû le protéger la scène de crime, et voilà. Du coup, la police a renforcé la sécurité autour de chez lui. Pendant que les enquêteurs fouillent chez lui, ils vont rien trouver. Jusqu'au moment où près de son lit, il y a de la terre retournée. Et la police va demander mais pourquoi la terre est retournée, pourquoi c'est pas la même chose partout. Et en fait, il dira qu'en fait, il creusait et qu'il changeait la terre pour éviter que l'eau de la pluie inonde sa cabane, quoi. Que c'était où il dormait en fait, et voilà. Une excuse bien sûr qui ne convient pas à la police, et il était assez stressé quand on lui a posé la question. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont creuser. Et en creusant, ils découvrent plein d'autres ossements d'humains. Du coup, il sera arrêté et il sera emmené au poste de police. Qui est cette personne ? Il est né en 1962 dans une famille modeste et son enfance est marquée par la pauvreté. Il quitte l'école après 5 ans d'études. À 5 ans, il arrête l'école. La situation se complique encore quand ses parents divorcent et que son père quitte la ville et vivre dans une autre agglomération pour fonder une nouvelle famille. Mais le choc le plus violent survient à l'âge de 14 ans lors d'une visite à sa famille, région de Gallier. Il a subi un V collectif, un traumatisme qu'il n'a jamais réussi à surmonter et qui a marqué un tournant dans sa vie. Il grandit en affrontant les difficultés de la vie. Il travaille avec brio comme réparateur de bicyclettes, puis comme berger. À 36 ans, il devient le gardien d'un entrepôt de briques où il vit replié sur lui-même 24 heures sur 24. Mais après avoir été surpris en train de fumer en plein ramadan, son patron le renvoie. Pour survivre, il est alors contraint de vendre divers objets et de nourriture. C'est une véritable métamorphose sociale qui commence peu à peu. Il développe un visage social et tolérant. Sa réputation est excellente. Tout le monde l'apprécie. Vers les années 2000, il demande à son oncle l'autorisation de s'installer sur un terrain vacant près de la gare routière qui n'avait pas de fonction au moment-là. L'oncle accepte et il va se construire une petite cabane en tuiles. Le jour, il vendait des cigarettes et la nuit, il surveillait un camion de sandwich. C'est comme ça qu'il a pu attirer ses victimes. Car la gare était toujours bondée la journée, mais la nuit, la gare était presque vide. Son mode opératoire. Alors, comment il faisait pour attirer ses victimes? Il était super gentil envers les petits garçons. Il se présentait comme une figure rassurante, presque paternelle. Il gagnait leur confiance. Il lui offrait de la nourriture parfois, un peu d'argent. Et il a dit qu'il repérait surtout des enfants qui n'avaient nulle part où dormir. Et en gros, il disait qu'il avait un refuge pour eux, pour passer la nuit. C'est comme ça qu'il a attiré ses victimes. Il choisit ses victimes, puis il les emmenait dans sa cabane, souvent à l'aube parce qu'il faisait attention à ses déplacements. Il allait même acheter quelques trucs chez les voisins au cas où. Et dès que la porte se fermait, l'accueil chaleureux disparaît et il se transformait en monstre. Il demandait à avoir des relations avec les enfants et si il refusait, il les menaçait avec un couteau, il les attachait et il l'obligeait à faire des choses. Et après, il les tuait en donnant des coups de couteau
et après, il l'enterrait. Il creusait, il enterrait le corps et il dormait au-dessus du corps. Vraiment, le mec, il était sadique. C'était un truc de malade. Et il s'endormait comme si de rien n'était. Et le lendemain, c'était pareil. Rebelote. Voilà. Cette série de meurtres ont commencé en 2001. Les enfants ont été tués de la même manière, enterrés de la même manière. Même protocole pour chaque victime. Et sa dernière victime remonte 3 mois avant son arrestation. Mais pendant son interrogatoire, il y a un policier qui lui pose la question s'il n'était pas lié à la meurtre d'un enfant qu'il avait retrouvé dans un conteneur. Et sa réponse est sans appel, c'est bien lui. Il a dit que c'était son tout premier meurtre, qu'il l'avait commis en 1999, quand il travaillait comme gardien de l'entrepôt de briques. Il avait repéré l'enfant, il l'avait appelé pour l'attirer et en fait le gosse a résisté, a crié, l'a même mordu et en fait il a paniqué parce qu'il avait peur que les gens l'entendent. Du coup il l'a poignardé, tué à mort. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'il a compris qu'il fallait qu'il soit plus prudent et qu'il devait trouver une autre manière pour attirer les enfants. Et en fait, pourquoi il a déplacé les ossements? Parce que une partie des ossements ont été retrouvés autre part du lieu du meurtre. En fait, le soir du 20 août 2004, son oncle l'a appelé en lui disant « Faut que tu pars demain, car il y aura des travaux de construction ». Il a paniqué en sachant qu'ils allaient retrouver les cadavres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout déterré, il a pris ce qu'il pouvait prendre, il a improvisé pour aller les déposer, les ossements, quelque part d'autre. Il a mis tous les ossements dans un grand sac de farine vide. Il a emprunté un vélo d'un ami et il a choisi un endroit à quelques kilomètres au milieu de décharges. Et c'est comme ça qu'il a enterré les personnes je vous mets le mot là, ici, à quelques kilomètres de chez lui. Et il a tout fait ça dans la nuit. Et par la peur, par la précipitation, il a mal dispersé le reste. C'est comme ça qu'ils ont que les autres ont vite retrouvé les restes des os. Mais pour lui, son plan était top. Hein. Et il pensait que personne n'allait retrouver qui c'était. Hein. Mais bon, il a laissé un petit bout de journal. Donc voilà. En gros, le fait qu'il ait paniqué, il a merdé. Voilà. Il n'a pas pris le temps de bien enterrer les ossements. Lors du procès, les procureurs ont mis en avant l'intelligence, mais aussi la froideur criminelle de l'homme. Et il a même ajouté des détails que même la police ne connaissait pas. Sans avoir de la peine, sans avoir du regret, rien du tout. Le mec, c'est un malade mental. Il a même osé dire qu'il avait gardé un enfant pendant 2 jours et qu'il l'a laissé repartir parce qu'il était super gentil et qu'il ne tuait que des enfants méchants. Et quand on lui a demandé s'il regrettait ses crimes, ses réponses étaient froides et une détresse profonde. Parfois je tuais simplement par peur qu'on me dénonce, mais parfois je me souvenais de rien, je n'étais pas là. Je n'étais pas dans mon état normal. Je ne ressentais rien jusqu'à ce que je réalise que le crime était commis. Aujourd'hui, mes victimes me hantent encore. Je fais des cauchemars où elles m'attaquent, où elles me plongent la tête dans des braises. Le 14 décembre 2007, il est condamné à la peine capitale. Il est retrouvé mort dans sa cellule le 7 mai 2020. Cette affaire montre que le vrai danger naît souvent là où personne ne regarde. Quand une société abandonne ses enfants, elle crée les conditions de l'irréparable. Protéger les plus vulnérables, c'est empêcher que l'horreur ne recommence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusque-là, mettez en commentaire garçon. Je vous laisse avec d'autres vidéos, là et là. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.